Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager 3 scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'1 seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère mais ne brûle pas. Elle passe la température de congélation mais ne gèle pas. Elle vole vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrase mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible et là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes. C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. À l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois. C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaques de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace.
Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendres et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte, on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis, la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela, elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place? La vitesse de la lumière est la chose la plus rapide de notre univers. Elle traverse l'espace, passant devant Mercure et Vénus avant de nous atteindre. Il se trouve qu'elle est en train de ralentir, mais pas de panique. Le Soleil s'affaiblit, mais nous n'en verrons pas les effets avant 1 milliard d'années. Dans le vide de l'espace, la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde. Si elle était beaucoup plus lente que cela, les humains percevraient tout de suite des changements. Il y aurait des effets impressionnants, comme des couleurs qui changent et la luminosité des objets qui s'estompent. Nous remarquerions aussi des différences dans la taille et la forme des objets de tous les jours. Des scientifiques ont créé une simulation pour voir ce qui se passerait si la vitesse de la lumière était plus lente. Dans le vide, la vitesse de la lumière ne peut pas changer. Mais si la lumière passe à travers différents matériaux et objets, cela modifie la façon dont nous percevons les choses. La lumière agit comme une onde et une particule, ce qui signifie qu'elle possède une longueur d'onde. La couleur et la fréquence sont déterminées par la distance de crête à crête de l'onde. Elle se comporte comme le son avec l'effet Doppler.
Imagine que tu te tiens au milieu d'une autoroute très fréquentée et qu'un camion klaxonne en roulant à toute vitesse. Tu peux entendre le son du klaxon qui ressemble à un souffle, car l'objet en mouvement produit le son alors que tu es immobile. La fréquence et la hauteur semblent changer. Mais c'est juste le son qui atteint ton oreille plus rapidement que si toi et le camion étiez tous les deux immobiles. La lumière se comporte de manière similaire. Les longueurs d'onde changent si la vitesse change. En te rapprochant d'une source de lumière et en raccourcissant la longueur d'onde, tu obtiendras une couleur plus bleu violacée. En t'éloignant de la source de lumière, tu obtiendras quelque chose de plus rougeâtre. Donc, si la vitesse de la lumière ralentissait, admettons à la vitesse de la marche à pied, nous remarquerions que les couleurs changent lorsque nous nous approchons d'un objet éclairé. En même temps, la couleur changerait autour de nous et derrière nous. Si tu te déplaçais de côté, les couleurs vers lesquelles tu te diriges deviendraient plus bleues. Et tout ce qui se trouve au loin deviendrait rouge. Cette information est utile aux astronomes qui étudient les objets dans l'espace. Si leur couleur tend vers le bleu, cela signifie que l'objet se déplace vers nous. Si elle tend vers le rouge, cela signifie qu'il s'éloigne. En réalité, quasiment tout dans l'univers tend vers le rouge, ce qui prouve que l'univers est en expansion et que tout s'éloigne de nous. Plus la lumière est lente, plus elle devient lumineuse. C'est parce que les photons deviennent plus présents dans notre champ de vision. À cette vitesse, nous pouvons voir une lumière invisible et d'une intensité accrue. Tu ne remarqueras pas beaucoup cet effet si tu es immobile. Mais à cause de l'effet Doppler, si tu te déplaces vers un objet, tu verras différentes couleurs et différentes intensités lumineuses. Un autre phénomène dont nous ferions l'expérience est la dilatation du temps. C'est lorsque tu te déplaces à une vitesse similaire à celle de la lumière et que le temps est réduit par rapport à quelqu'un qui ne se déplace pas. L'espace et le temps sont relatifs. Donc, si tu es assis à ton bureau en train de t'ennuyer, tous tes mouvements se feront dans le temps et non dans l'espace. Tu es immobile, mais tu avances quand même techniquement dans le temps, en vieillissant lentement. Plus tu te déplaces rapidement dans l'espace, plus ton déplacement dans le temps sera lent. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière, alors tous tes mouvements se feront dans l'espace et non dans le temps. Pour le remarquer, il faudrait qu'une autre personne te regarde. Vous n'êtes pas dans une machine à remonter le temps. Vous êtes tous les deux sur Terre à vivre le même flux temporel. Pour toi, en éprouvant cela à la première personne, tu as l'impression d'aller plus vite, car tu as beaucoup plus de mouvements dans l'espace dans un temps donné. Plus tu te rapproches de la vitesse de la lumière, plus tu deviens petit. Enfin, pas vraiment, mais cela dépend de la personne qui regarde. Si c'est toi qui voyages à cette vitesse, un objet à proximité te semblera petit. Tout comme quelqu'un qui te regarde voyager à la vitesse de la lumière te verra plus petit que tu ne l'es en réalité. La simulation que les scientifiques du MIT ont réalisée a montré que si la vitesse de la lumière diminue, tout s'étire comme une crêpe. Si tu vois des montagnes au loin et que tu cours à la vitesse de la lumière, elles apparaîtront plus éloignées. Les objets seront déformés et tu auras l'impression d'arriver plus vite à un certain endroit parce que le temps a ralenti pour toi. Si tu es complètement immobile et que quelqu'un qui se tient à ta gauche lance un objet en forme de cube vers ta droite, tu verras naturellement un côté de l'objet, sauf s'il se retourne. Mais dans cette nouvelle réalité, tu verras la face avant s'enrouler autour de la face visible que tu vois. Si tu te déplaces à la même vitesse que la lumière dans un espace infini, tout sera étiré lorsque tu atteindras des vitesses infinies. Dans un monde où les gens peuvent marcher à la même vitesse que la lumière, nous ne percevrons rien de façon normale. Nous devrons nous habituer à la façon dont nous voyons les objets. Chaque mouvement que nous ferons entraînera des changements radicaux de couleur. Même tourner la tête pour regarder quelque chose te semblera bizarre. Disons que tu es dans un supermarché en train d'acheter des produits et que tu marches d'une allée à l'autre. Le lait au bout de la rangée aura l'air d'être très proche de toi, mais lorsque tu t'en approcheras, tu auras l'impression qu'il s'éloigne de toi. D'ailleurs, il prendra aussi une teinte rouge. Dès que tu t'en approcheras, il passera au bleu. Si quelqu'un passe avec un caddie, tu le verras comme une sorte de modèle 3D d'un caddie. La couleur changera à mesure qu'il s'éloigne de toi. Il semblera très loin, mais il sera juste devant toi. En fait, nous ne connaissons pas vraiment la vitesse réelle de la lumière. Les physiciens l'ont estimée approximativement à 299 725 km/s. Mais cette constante leur sert juste à calculer d'autres éléments scientifiques pour que nous puissions mieux la comprendre. Le problème est que nous ne pouvons mesurer la lumière qu'avec des faisceaux lumineux et des miroirs. Mais ce n'est pas comme si tout ce qu'il y avait à faire était de diriger un faisceau lumineux vers un miroir et de mesurer sa trajectoire originale et sa trajectoire réfléchie.
La théorie de la relativité d'Einstein stipule que le trajet original de la lumière se déplaçant de la source au miroir peut ne pas avoir la même vitesse que la lumière réfléchie du miroir vers la source. Hypothétiquement, si la lumière mettait 10 secondes pour aller de la source au miroir, puis revenir à la source, nous pouvons en conclure que chaque voyage prend 5 secondes. Mais selon la théorie d'Einstein, la lumière pourrait mettre 9 secondes à voyager de la source au miroir, et seulement 1 seconde du miroir à la source, ou vice-versa, ou cela pourrait être des chiffres complètement différents. C'est pourquoi il est si difficile de mesurer la vitesse de la lumière. Les scientifiques ont fait une percée lorsqu'ils ont réussi à ralentir la vitesse de la lumière à 0 sans perdre sa luminosité. Ils y sont parvenus en utilisant des nuages d'atomes ultra-froids fabriqués avec des cristaux photoniques. Ces cristaux sont des matériaux percés de milliards de petits trous où la lumière peut se réfracter. Mais que se passerait-il si nous vivions dans un monde où la lumière s'arrêterait à mi-chemin ? Tu te réveilles un matin et tu as l'impression que c'est le crépuscule. Tu ouvres les rideaux et tu vois que de nombreuses lumières de voiture sont allumées, mais ne sont pas très lumineuses. Tu allumes les lumières de ta chambre, mais tu as l'impression que l'ampoule s'est éteinte. Tu la remplaces par une autre, mais cela ne change rien. Tu allumes les lumières partout dans ta maison, mais tout ne donne qu'une faible luminosité. Tu es confus et tu essaies de vérifier s'il y a un problème d'électricité dans ta maison. Mais elle semble bien fonctionner. Tu vérifies auprès de tes voisins. Et ils ont aussi les mêmes problèmes. Même les experts en la matière n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Les heures passent et c'est toujours la même chose. Toute la lumière du monde semble s'être figée à mi-chemin. La luminosité de ton téléphone est faible, même si tu l'as poussée au maximum. Tout s'assombrit. Les infos t'apprennent que c'est un problème mondial. La lumière diminue lentement et bientôt, il n'y en aura plus du tout dans le monde. Tu décides d'attendre pendant que le monde plonge dans la panique. Alerte! Alerte! Habitants de tous les pays et de toutes les villes du monde, un astéroïde massif s'approche de la Terre. Sa vitesse est maintenant plusieurs fois supérieure à celle du son. Et chaque jour, il accélère un peu plus. Une fois qu'il sera entré dans notre système solaire, il passera devant Uranus, Saturne, Jupiter et Mars. Les champs gravitationnels de ces planètes vont également accélérer l'astéroïde. Et notre planète sera sa destination finale. La collision est inévitable. Selon les scientifiques, une météorite de la taille du Mont Everest peut détruire la planète entière. La catastrophe aura lieu dans 350 jours. C'est la panique dans les rues. Les gens construisent des bunkers et font des réserves. Des scientifiques et des astronomes du monde entier sont réunis pour trouver une solution. La seule façon d'éviter la collision est de détruire l'objet spatial. Une puissante fusée peut diviser l'astéroïde en centaines de milliers de morceaux. Dans ce cas, une pluie de météorites frappera la Terre, mais c'est toujours mieux que la destruction complète de notre belle planète. En moins d'1 an, les gens construisent plusieurs fusées puissantes. Puis, à l'aide des meilleurs télescopes du monde, les astronomes créent un système de guidage unique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'astéroïde arrive dans notre système solaire. Tout le monde commence à déménager sur un seul continent, où ont été construits des bunkers de pointe. Les dégâts causés par l'astéroïde sont impossibles à prévoir. Alors, il vaut mieux cacher les gens dans un seul et vaste endroit sûr en attendant la collision. Le moment est arrivé. L'astéroïde passe à côté d'Uranus. Sa vitesse augmente. Maintenant, l'objet spatial massif se déplace seulement 10 fois moins vite que la lumière. Les scientifiques lancent leurs fusées dans les airs. L'astéroïde passe devant Saturne et détruit une partie de ses anneaux. La trajectoire de l'astéroïde change. Il passe devant d'autres planètes en suivant un chemin sinueux, prend de la vitesse et se dirige maintenant vers la Terre. Les fumées laissent une longue traînée de feu derrière elles et atteignent la vitesse du son. Elles se rapprochent de l'astéroïde. Près de Mars, la collision se produit. Les fusées touchent leur cible. L'astéroïde explose et se divise en millions de particules. Tous les morceaux volent dans des directions différentes. La Terre est sauvée. À ce moment-là, les satellites de la Terre enregistrent une énorme explosion d'énergie. Une petite partie de l'astéroïde se dirige vers la Terre. Elle est minuscule, de la taille d'un grain de sable. Et maintenant, le grain de sable vole vers la Terre, à une vitesse de 297 000 km par seconde, ce qui représente 99% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le grain a presque le même pouvoir destructeur que l'astéroïde tout entier. Il s'approche de la Lune. Encore quelques secondes et le grain de sable frappera notre planète. Tout le monde retient son souffle. Si le grain acquiert une puissance aussi incroyable,
C'est grâce aux lois de la physique. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus sa masse et son énergie sont importantes. Lorsque le grain de sable atteint une vitesse proche de celle de la lumière, son énergie et sa masse commencent à augmenter de façon spectaculaire. Tu ne peux même pas voir ce minuscule grain de sable, mais à l'intérieur, il a la masse d'un continent entier. Si le grain atteint la vitesse de la lumière, sa masse sera infinie, et alors un trou noir apparaîtra. Dans ce cas, toutes les choses vivantes et même inanimées de la planète disparaîtront. Les arbres, les mers et les océans, toutes les villes, les pays et les continents, l'air, le son, l'atmosphère, toute molécule de la Terre. Tout sera absorbé par l'incroyable force gravitationnelle du trou noir. Puis, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace de notre planète, le trou s'emparera de la Lune. La force gravitationnelle grandira et absorbera d'autres planètes du système solaire. Bientôt, elle atteindra le Soleil. Notre étoile se divisera en milliers de bandes comme des spaghettis et émettra une énorme quantité d'énergie. Cela pourrait déclencher la naissance d'un deuxième trou noir, mais heureusement, le grain de sable ne se déplace que à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui change tout. De plus, aucun objet ayant une masse ne peut réellement atteindre la vitesse de la lumière. Le grain de sable entre dans l'atmosphère de la Terre. De l'extérieur, il ressemble à un météore aveuglant qui transperce le ciel. Le grain se réchauffe, traversant les couches de l'atmosphère. Dans un rayon de 160 km autour de lui, les nuages s'évaporent. Le ciel devient limpide. Si tu le regardes au ralenti, tu peux voir que l'air est ionisé, car les molécules d'air sont divisées. Dans la nature, ce processus se produit pendant les éclairs. Notre Soleil possède également une énergie ionisante et désinfecte l'air. La météorite laisse derrière elle un trou dans la couche d'ozone. Désormais, cet endroit n'est plus protégé des radiations spatiales et des rayons ultraviolets. Le grain de sable vole directement vers le centre de l'océan austral. Le continent le plus proche de l'explosion est l'Antarctique. L'air qui l'entoure se réchauffe et se mélange à la température froide de l'océan, créant ainsi des ouragans. Dès que le grain s'approche de la surface de l'océan, l'eau commence à bouillir. La température et l'énergie du grain sont si élevées que l'eau s'évapore. Mais les molécules de vapeur sont instantanément brûlées. Des milliers de litres d'eau viennent de disparaître de la surface de la Terre. Le grain vole encore sur les premiers mètres sans toucher la surface, car l'eau s'évapore devant lui. Puis, il tombe dans l'océan et provoque une puissante explosion. Des centaines de millions de litres d'eau moussent et bouillonnent à cause de la température élevée. Dans un rayon de 160 km, l'océan est éclairé par une lumière vive. Les profondeurs de l'océan, où les rayons du soleil ne sont jamais parvenus auparavant, sont presque aussi transparentes que l'eau au fond d'une piscine. L'épave des vieux navires coulés se divise en atomes à cause de la puissante explosion. Les monstres marins inconnus et les calmars géants qui vivent dans l'obscurité ont peur de la lumière vive et s'éloignent à la nage. Puis, finalement, le grain de sable touche le fond de la mer et pénètre profondément dans la croûte terrestre. S'il atteint le noyau de la Terre, la planète explosera très probablement à cause d'une puissante libération d'énergie. Heureusement, cela ne va pas se produire. La résistance de l'océan et du sol ralentit le grain et lui retire son énergie. Elle provoque un léger déplacement des plaques tectoniques. Et il y a plus à venir. D'énormes vagues se forment et se répandent dans l'océan. L'onde de choc crée d'énormes tsunamis. Imagine que tu jettes une petite pierre dans une flaque d'eau. La même chose se produit dans l'océan, mais à une bien plus grande échelle. Des vagues énormes s'approchent des villes côtières. Heureusement, les gens ont déjà été évacués, mais les dégâts causés par un grain de sable coûteront des centaines de milliards d'euros. Les maisons sont détruites, les routes sont inondées. Au bout d'un moment, il se met à pleuvoir des ouragans. L'eau de l'océan vaporisée par le grain forme d'énormes nuages d'orage. Le vent les pousse vers les continents. Puis, après le tsunami, une pluie incessante se met à tomber, inondant des pays entiers. Plusieurs jours plus tard, les catastrophes naturelles sont toujours là. La température de l'océan austral a augmenté de plusieurs degrés. L'eau est en train de bouillir sur le lieu de la collision, faisant fondre les glaciers de l'Antarctique. Des millions d'icebergs fondent. Si bien que le niveau d'eau des océans du monde entier augmente. Les côtes de certains continents sont submergées pour toujours. Les nuages d'orage atteignent le Sahara et d'autres déserts. Le déplacement des plaques tectoniques provoque des tremblements de terre sur certains continents. Les volcans se réveillent. Le ciel est rempli de cendres volcaniques.
Il faudra des mois pour que toutes les cendres se déposent. Au début, cela crée des conditions difficiles pour la vie sur Terre. Les plantes et tous les êtres vivants ne reçoivent plus assez de lumière du soleil. Dans les arbres et les algues, la photosynthèse est perturbée. La production d'oxygène s'arrête. Il est de plus en plus difficile de respirer. L'air qui remplit l'atmosphère de la planète s'épuise lentement. Les humains doivent s'adapter à de nouvelles conditions. Ils construisent de nouvelles villes sur la Terre et dans l'océan. Ils créent des plantations, avec un éclairage artificiel pour stimuler la photosynthèse. Heureusement, tous les problèmes prennent fin lorsque les cendres se déposent. À l'intérieur des volcans, il y a du magma chaud qui coule. Il peut s'avérer utile car il est riche en éléments chimiques et en minéraux. Avec les cendres, les nutriments tombent sur le sol, qui est désormais bien fertilisé. Les plantes, les arbres, les fruits et les légumes poussent incroyablement vite et produisent à nouveau beaucoup d'oxygène. Le Sahara est désormais rempli de fleurs. Et il ressemble plus à une prairie qu'à un désert. Au lieu de détruire la planète, le grain de sable l'a simplement renouvelée.